Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Contre-champ, l'émission de Mediapart consacrée aux politiques culturelles. Cette semaine, on va parler de documentaires à l'occasion de la nouvelle édition du Cinéma du Réel. C'est l'un des principaux festivals de documentaires en France qui se déroule à Paris du 18 au 27 mars prochain. Comment se fabrique un festival de documentaires? Qu'est-ce qu'on y voit exactement? Et puis, est-ce que le genre documentaire est encore pertinent pour parler du cinéma aujourd'hui? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre en compagnie de deux invités. Maria Bonsanti, bonjour. Vous êtes directrice artistique du Cinéma du Réel. Vous avez été co-directrice du festival Dei Popoli à Florence. Et vous êtes, je le précise, italienne. Christophe Postic, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur artistique des États généraux de l'USAS en Ardèche. La prochaine édition du festival se déroule du 21 au 27 août à l'USAS, un petit village pas très loin d'Aubenas qui compte à peu près 1 millier d'habitants en temps normal durant l'essentiel de l'année. Avant de vous donner la parole et de lancer ce débat, on va, pour se mettre dans l'ambiance, regarder le premier extrait d'un film qui fait l'ouverture du Cinéma du Réel cette année. Ça s'appelle Entre les frontières du cinéaste israélien Avi Mograbi. Where are Salem Shakers? Israel. Please. תחזרו למצרים! תפקו כבר! Water. Please. Give us water. קודקוד, קבל שהם רוצים מים? תנו להם קצת מים. תרחקו מהגדר! Where are you? We're Eritreans. We're refugees. Alors ce film sortira dans les salles françaises le 30 novembre prochain. On va donc le voir au Réel le 17 au soir, je crois. Ça se passe dans un camp de réfugiés avec des Érythréens en Israël. Maria Bonsanti, est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi vous avez choisi ce film de Mograbi pour lancer la manifestation? Déjà, évidemment, nous aimons beaucoup les films. Ça, c'est toujours la première raison. Et nous aimons beaucoup le travail d'Avi. Et puis, du moment que nous avons vu son nouveau film, nous n'avons pas hésité à ouvrir le festival avec ce film parce que aussi ça correspond très bien à ce que nous avons envie de faire cette année avec le festival. On en aura peut-être l'occasion d'en parler, mais le festival cette année se concentre beaucoup sur l'idée de comment raconter quand on n'a pas des images, comment raconter aussi sa propre histoire et l'histoire collective. Quand tu ne veux pas nécessairement faire un reportage télévisif, mais plutôt un documentaire de création. Et les films d'Avi, parce que dans ces camps de réfugiés à Oulot, Avi Mograbi, avec un metteur en scène, Chenalo, font participer une partie des immigrés qui choisissent de faire partie de ces projets, les font participer à un workshop, à un atelier avec la pratique des théâtres des oppressés pour remettre en scène ce qu'ils ont vécu du moment qu'ils sont arrivés lors de leur chemin pour arriver en Israël, avec leur attente et l'effet de se trouver à ne pas pouvoir rentrer dans leur pays, mais en même temps de se trouver face à une politique qui ne les accepte pas et qui essaie de tout faire pour ne les faire rester pas dans leur pays. Donc ce sont des migrants qui rejouent des scènes qu'ils ont connues avec les autorités israéliennes en arrivant en Israël. Les autorités et la population. C'est un travail de reconstitution. Oui, voilà. C'est la reconstitution, sachant qu'à un moment donné, dans les films, il y a aussi un groupe d'acteurs israéliens qui arrivent et que donc il y a ne racontez pas tout. Mais... C'est juste pour souligner qu'il y a des échanges, des rôles, des jeux de rôles. D'accord. Je voulais commencer par là, par Avi Mograbi, parce que donc, le Cinéma du Réel à Paris, les États généraux de l'USAS, qui sont deux festivals très très différents,
Et en même temps, on va en parler dans leur économie, dans leur manière d'organiser tout ça, mais en même temps, il y a des cinéastes effectivement qui circulent, qu'on voit dans les deux endroits, et notamment Moghrabi en fait partie. Christophe Postic, c'est un cinéaste qu'on a déjà beaucoup vu aussi à l'USAS. Oui. Est-ce qu'on peut... Alors on est effectivement, comme Auréel, comme Maria, très attachés au cinéma de David Moghrabi. En fait, c'était en 97, on a montré pour la première fois à l'USAS son film Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon. Et c'était une programmation qui avait été mise en place par Raymond Bellour, critique de cinéma, qui donc avait découvert, je crois qu'il avait découvert ce film en Italie, mais ça j'en suis pas sûr, mais c'est juste pour pointer l'idée que les films circulent. Depuis ce moment-là, cette année-là, ensuite on a quasiment passé tous les films d'David Moghrabi, que ce soit en séance spéciale, en plein air, ou dans le cadre d'ateliers, parce que c'est un peu la particularité de l'USAS, un atelier qu'on avait fait avec Wang Bing. On avait réuni Wang Bing et David Moghrabi. Chinois. Voilà, qui s'appelait... alors peut-être, ça me paraît important pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds, ni à l'USAS, ni au cinéma du réel, de raconter un peu ces lieux. Et d'abord, peut-être, le réel. Voilà, c'est un festival avec des compétitions, un palmarès, une compétition internationale qui est regardée très près et qui se déroule quand même au Centre Pompidou à Paris. C'est pas rien, c'est un des endroits aussi les plus fréquentés, les plus touristiques de la capitale. Je voulais, pour commencer un peu, savoir comment on fait pour que le festival ne se retrouve pas noyé dans cette énorme machine qui est Beaubourg. Et comment vous faites pour faire exister le festival là-dedans? C'est une bonne question. Bon, disons que le festival a une identité assez forte et une histoire assez longue qui correspond grosso modo à l'histoire même du Centre Pompidou. C'est-à-dire que le festival a quand même 38 ans déjà. Et étant donné que le festival, depuis le début, a eu un rôle assez important dans la découverte de certains auteurs qui sont passés par là et puis sont arrivés au monde de la fiction aussi, il s'est bien établi au niveau international. Et donc, il faut dire que le festival, oui, c'est vrai, il est dans le cœur de Paris, il est au Centre Pompidou, dans un centre de culture, mais c'est un festival international qui rassemble un nombre de professionnels, de visiteurs qui viennent pour ça. C'est combien de personnes à peu près? On a 25 000 spectateurs chaque année. 25, ouais. Et 1000 accrédités environ, grosso modo. L'USAS, par exemple, comment... Alors, en termes de personnes, c'est très difficile à dire parce qu'on ne peut pas estimer le nombre de personnes parce qu'il y a des personnes qui restent 3 jours, des personnes qui restent une semaine. Mais il y a peut-être un chiffre quand même. Non. Vraiment, en nombre de personnes, c'est très difficile. Juste dire que la jauge sur une journée, c'est autour de 1100 places. Le soir, comme il y a le plein air, on augmente de 800, quasiment 900 places possibles. Et ça dure une semaine. Et ça dure 6 jours. D'accord. Voilà. Okay. Après, c'est en nombre d'entrées qu'on peut éventuellement... D'accord. Et donc, oui, là-dessus. Sinon, il faut aussi souligner que le festival une partie du festival fait partie de la bibliothèque publique d'information, en fait. La BPI. Donc, oui, de la BPI. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier dans les champs de festival, dans le milieu de festival documentaire. Donc, il y a une racine institutionnelle du festival qui est équilibrée par l'Association des Amis du Réel. Donc, nous sommes un département de la BPI, une partie du budget vient de là, et l'autre partie, c'est les Amis du Réel. Et ce qui donne donc au festival d'une partie une vraie stabilité, une base assez forte, mais de l'autre côté, nous laisse libre quand même d'avoir cette fluidité qui est nécessaire pour créer un festival et qui serait autrement impossible dans une institution. D'accord. Juste pour avoir une idée un peu des films, par exemple, si on prend les films qui étaient en compétition l'an dernier, qui était une compétition que vous aviez déjà réalisée, il y en a combien à peu près qui sortent en salle? Et est-ce que pour vous, c'est un critère important que les films que vous montrez dans votre festival touchent peut-être un plus grand public après avec une sortie en salle, ou c'est pas un objectif? C'est un espoir, c'est un objectif, sans doute. C'est-à-dire que nous, le désir, c'est tout d'abord que les films soient vus en salle, au cinéma, disons, dans les lieux. Je ne saurais pas vous dire, c'est un pourcentage assez réduit quand même. Il y en a qui sortent.
il y en a qui ont des sorties déjà établies avant le festival, mais il y en a aussi qui trouvent grâce au festival leur sortie. Là, en ce moment, par exemple, nous essayons de soutenir la sortie d'un film, du film qui a gagné l'année dernière la compétition française, Souvenir de la Gêne, de Thomas Janco, qui a eu un très beau parcours festivalier et qui étudie maintenant aussi avec son distributeur des formes différentes de sorties. Puis il y a des films comme Jeunesse allemande ou de des films de Joachim qui est sorti, Rabo de Peixe de Joaquim Pinto, sont des film portugais qui est sorti en salle également. Ok. Christophe, sur un peu pareil sur la présentation et l'écosystème un peu du festival. Vous, ça s'appelle depuis 89, je crois, des États généraux. Du film documentaire. Du film documentaire. Allons-y. Du coup, voilà, il y a une idée un peu comme ça pré-révolutionnaire dans les États. Voilà. D'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, je suis obligé de faire un petit historique, mais je pense qu'il est intéressant. Donc, en 1985. Un groupe de producteurs et de réalisateurs se réunit et crée une association qui s'appelle La Bande à Lumière, à une époque où le documentaire est quand même très peu visible, et en salle et à la télévision. Et en 86, c'est au même moment la création du COSIP, le Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels. Et une des batailles de La Bande à Lumière, c'est de permettre au cinéma documentaire d'accéder à ce compte de soutien, ce qui n'était pas acquis et pas envisagé à ce moment-là. Donc c'est ce qui crée, c'est un des éléments de motivation et de création de La Bande à Lumière. Et dans la dynamique de cette histoire-là, deux événements vont être créés la même année en parallèle. Donc les États généraux du film documentaire. Alors là, c'est le versant, on va dire, plutôt porté sur la réflexion et sur la rencontre. L'idée étant que les professionnels, que ce soit une rencontre de professionnels qui se retrouvent entre eux pour parler de leurs pratiques, pour confronter aussi leur regard et regarder des films ensemble. Bon. Et d'emblée, ce sera ouvert au public, même s'il y a cette idée de se retrouver ensemble. Et dans le même temps est créée à Lyon la Biennale européenne du documentaire, qui dès l'année suivante en fait s'exilera à Marseille et deviendra le FID aujourd'hui. Et en parallèle, en même temps, donc festival compétitif, alors que l'USAS se positionne comme non compétitif d'emblée, et pas comme un festival, mais plus comme une rencontre. Et en parallèle de la création de la Biennale, création à l'époque je ne sais plus si c'était le nom initial, mais du Sunny Side of the Doc, c'est-à-dire l'idée qu'il faut aussi prendre en compte des critères économiques, la question de la fabrication des films. Et donc se crée en parallèle du festival le marché, tous les deux donc iront ensuite à Marseille. D'accord. Et la partie rencontre est tout de suite à l'USAS? Oui, c'est l'idée de départ. Alors avec cette idée aussi très importante, dans La Bande à Lumière, il y a une personne qui s'appelle Jean-Marie Barbe, qui est originaire de ce petit village en Ardèche, qui lui-même est réalisateur et producteur, et qui propose, alors fort aussi de l'expérience de l'association Ardèche Images qui existe déjà depuis quelques années, de l'organisation d'événements liés au cinéma. Donc l'idée c'est, on ne va pas faire une nouvelle manifestation, une nouvelle rencontre dans une grande ville, mais on va s'installer dans ce village et créer des conditions du coup de convivialité qu'on ne pourra pas avoir dans tout autre lieu. Et ce qu'il faut dire peut-être pour présenter à gros traits, c'est qu'il y a tout un environnement à côté des États généraux maintenant, avec Ardèche Images, une école du documentaire, etc., qui fait que c'est pas juste une semaine dans l'année où il y a un travail dans ce village. Voilà, au fil des années, l'équipe d'Ardèche Images va mettre en place donc différentes structures qui font toute partie d'Ardèche Images, mais en tous les cas vont développer des activités. Donc, dans un premier temps, il y aura la Maison du Doc, centre de ressources avec aujourd'hui à peu près 36 000 films référenciés. Ensuite, en 2000, la création alors à l'époque DESS de réalisation documentaire, aujourd'hui master, en lien avec l'université Stendhal de Grenoble.
depuis quelques années aussi, un master de production documentaire. Et quelques années avant, la mise en place des formations professionnelles, résidence d'écriture, et à partir de 2003, la mise en place des formations à l'étranger, d'abord avec Africadoc, puis quelques années après avec EurasiaDoc. Voilà, et encore aujourd'hui, on continue d'imaginer d'autres développements dont on parlera plus tard. Oui, on va en parler. Juste pour terminer un peu cette présentation générale, on avait, on avait invité dans ces mêmes studios Thierry Frémaux, le patron de Cannes, qui était venu nous raconter notamment comment lui se débrouillait avec son budget de 20 millions d'euros chaque année. Peut-être pour donner un peu une idée de l'extrême variété des choses, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le budget, par exemple, d'un festival comme le Réel? C'est pas du tout pareil ouais, ce que j'imagine. mentionné. Mais ça tourne autour de quelle somme? Il faut faire aussi une différence entre ce que c'est la structure qui nous a mise à disposition. Ça, j'imagine, ouais. Mais sinon, le festival, ça fait avec des chiffres qui sont sûrement inférieurs à celles qui sont normalement ceux de nos équivalents à l'étranger. Ouais, d'accord. Il n'y a pas un chiffre à l'USAS combien l'USAS, le budget des États généraux, c'est 410 000 euros. La moitié de subventions publiques, l'autre moitié, 30% de recettes propres et 20% de financement privé, surtout des sociétés d'auteurs. Voilà, donc 410 000 euros sur lesquels il faut savoir qu'à l'USAS, comme on a créé presque toute l'infrastructure, il n'y a pas beaucoup de salles permanentes. Oui, c'est des chapiteaux, il y a un tiers du budget écoles, qui passe dans la mise en place, voilà, location des chapiteaux, installation de salles. Alors que vous, le budget, en fait, les salles de cinéma existent déjà. Si, mais on les loue. Hein. Et on doit présenter. On n'a pas de aussi. chiffres. On a, disons, au niveau liquide des dépenses, on a sur un budget de entre 450 000 euros. D'accord, donc on est oui, pas très loin. Puis il faut rajouter toute la partie en service, donc c'est environ le double. Ok. Entre les peu de salaires qui sont sur les budgets fixes. Ok, très bien. Je propose qu'on regarde un nouvel extrait d'un autre film qui, celui-ci, qu'on découvrira à l'USAS à l'été prochain, en 2016, en août 2016. Je vous laisse regarder cet extrait et on en parle juste après. Hello. ايش اسمك؟ يارا. اي صح؟ تاني. وين ساكنة؟ ستي ساكنة هون، أنا ساكنة بنخل عوز. وين؟ نخل عوز. وين هاي نخل عوز؟ في محل اسمه نخل عوز. تل أبيب؟ يافا؟ مين ستك؟ سمية. ساكنة هون؟ Alors c'est un film de Kamal Al-Jafari, qui est un cinéaste palestinien, et il se trouve, Christophe Postic, que vous avez décidé de lui consacrer une mini-rétrospective l'été prochain, en tout cas ce que vous appelez un fragment d'œuvre, si je ne me trompe pas. Fragment d'une œuvre. D'une œuvre, pardon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pourquoi ce choix et voilà, ce que vont voir? Alors là, en l'occurrence, on montrera tous les films de Kamal, puisqu'il en a fait 3. Le premier, The Roof, le toit, en 2006. Alors, je trouvais intéressant aussi de montrer cet extrait-là dans notre rencontre parce que ce premier film, The Roof, a été montré au FID à Marseille, la même année, l'année où nous on montre ensuite à l'USAS. Et moi je découvre le film de Kamal à Marseille. Et ensuite Port of Memory, Port de la mémoire, en 2009, qui sera sélectionné au Réel. Et que je vois aussi au Réel, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouveau Kamal. Ce film-là est d'emblée, mais un peu comme le premier
ancré dans une forme de fiction, dans le récit tout simplement. Et son nouveau film, qui était au Festival de Locarno l'été dernier, donc Recollection, Souvenir. Donc Kamal me l'a envoyé en fait au moment quand le film était terminé et quand qu'il savait que la sélection était acquise. Et parce que aussi on s'est croisés occasionnellement dans des festivals, comme ça nous arrive souvent. Moi, c'est vrai que j'avais énormément apprécié Port of Memory, mais en même temps, le montrer comme ça, seul, à l'USAS, dans une séance spéciale, voilà, ça ne trouvait pas sa place. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait ce nouveau film et quand j'ai pu le découvrir, ça m'a paru évident que de montrer les trois ensemble, c'était d'une part important, mais aussi parce que les trois films dessinent vraiment une trajectoire, l'écriture d'un cinéma qui raconte, je peux évoquer deux, trois choses. Ouais. C'est le point de départ. Y compris pour donner envie à des gens qui nous écoutent. Le point de départ de Roof, c'est l'histoire de sa famille qui, en 1948, en Palestine, au moment de la Nakba, donc de l'exode des Palestiniens, au moment de la guerre, ils habitent à Jaffa. Ils veulent donc, la famille tente de partir, mais ils sont bloqués en fait, parce que la mer est mauvaise, et ils sont bloqués pendant une semaine au port, donc ils ne peuvent pas partir. Et finalement, ils reviennent, se réimplanter à Jaffa, où ils vont retrouver une autre maison, une maison libre, dans laquelle ils s'installent, et cette maison n'a pas de toit. Donc c'est un des motifs, je dirais, du film. Mais ce qu'engage Kamal et qui va poursuivre dans les autres films, c'est cette idée que le cinéma, pour lui en tous les cas, en tant que cinéaste, dessine un territoire et que c'est d'abord un territoire cinématographique, c'est le seul d'une certaine façon auquel finalement il a accès et c'est le seul qu'il peut imaginer. Donc dans Recollection, c'est un film qui raconte un rêve, qui va complètement entremêler le passé et le présent et qui continue d'explorer l'idée que ce qui d'une certaine façon est confisqué, c'est la possibilité de la fiction, donc la possibilité de l'histoire pour les Palestiniens, pour lui aussi, et donc de faire du cinéma cette possibilité de continuer de raconter une histoire et un retour, parce que les trois films portent aussi sur la question du retour, un retour impossible. Lui sera là, à l'USAS ? Il sera là, bien entendu, c'était une des conditions. Oui, ça fait partie du... On passera une journée avec lui, donc on aura des longs temps d'échange, et je lui ai aussi proposé de présenter un film qu'il choisira pour entrer en résonance avec les trois autres films. Ok. Alors peut-être qu'on va entrer un peu dans le détail de la programmation du réel aussi, et voir s'il y a un peu des correspondances. Il se trouve que cette année, alors c'est peut-être moi qui... il y a beaucoup de choses d'artistes qui viennent aussi du monde de l'art contemporain, ou de l'art en général. Je pense par exemple, il y a une rétrospective d'Akram Zaatari, de Libanais, qu'on a vu dans des biennales d'art à Venise, etc. Je pense en compétition française ou internationale, je ne sais plus, Naïl Beloufa, qui est un artiste qu'on a vu aussi au Palais de Tokyo, à Paris, avant, dont le précédent film d'ailleurs était au FID Marseille, je crois. Ali Chéri, qui est un cinéaste libanais, qui a été primé, et qui vient, lui, du monde des galeries. Est-ce que c'est particulier à cette année, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, cette intersection entre documentaire et art plastique ? Comment vous expliquez ça ? Moi, je dirais que c'est quelque chose qui arrive de façon assez naturelle. C'est pas une intention, c'est pas quelque chose de... C'est pas un proclame. Moi, je pense que simplement, quand un festival se questionne autour de formes de représentation du réel, ça devient impossible de ne pas croiser son chemin avec... des cinéastes qui choisissent plutôt aussi de s'exprimer avec d'autres moyens, donc des multimédias,
ou de croiser des artistes qui décident de raconter le réel à travers la vidéo. Dans le cas d'Ahmed Tari, on est face à quelqu'un qui a depuis toujours aimé le cinéma, qui en même temps a étudié l'architecture, qui a travaillé à la télé, mais qui en fait a eu toujours le cinéma comme son premier objectif et passion, et qui en ce moment revient vers la salle avec le désir de revoir dans la salle des films, des œuvres qu'il a jusqu'ici présentées, des fois seulement sous forme d'installation. Mais je pense que vraiment c'est un parcours assez naturel. Évidemment, l'effet d'être au Centre Pompidou, d'avoir un public attentif, prêt aussi et curieux, nous encourage à aller un peu vers les marges ou ouvrir les langages, c'est-à-dire qu'on pourrait rester aussi dans une petite niche, dans certaines formes de cinéma documentaire, mais d'ailleurs, vous revendiquez, vous, le terme de documentaire, parce que par exemple à Marseille, le film Marseille a décidé de plus tant parler de documentaire que de dire c'était un festival de cinéma et d'assumer comme ça de manière très forte. Vous revendiquez encore le terme de documentaire? De quelque façon, oui, mais en renversant la question, disant que pour nous, oui, en tout cas, c'est en évidence que les documentaires, c'est du cinéma. Donc, pourquoi s'éloigner du fait qu'il y a quand même une identité qui est celle de réflexion autour du réel? Donc, si le langage est une convention, dans ce sens-là, le documentaire est pour nous les mots qui indiquent cette intention à l'interprétation du réel, au questionnement du réel, qui sort du réel. Mais si vous posez la question à un festival différent, la réponse sera différente. Ou la même. Ou la même. Ou la même. Sur ces questions-là, oui, c'est vrai que là, en plus, on a choisi des extraits qui laissent penser ça. On a l'impression, par rapport aux états généraux du film documentaire de 89, qu'il y a beaucoup de chemin parcouru aussi à l'USAS sur ces questions-là, qu'il y a une vraie évolution dans le... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je ne vais pas dire tout à fait ça, parce que souvent, enfin, c'est une image qui est véhiculée concernant l'USAS et qui est souvent erronée, qui serait qu'on serait dans une certaine orthodoxie du documentaire, ce qui n'est absolument pas vrai. Vraiment, dès l'origine, à travers toutes les programmations qui sont proposées, dans des parcours, dans des ateliers donc de réflexion autour d'une question de cinéma, on mêle des films de fiction, des formes plus expérimentales. La question est d'abord de s'intéresser au cinéma, et donc les écritures que le cinéma peut proposer dans un rapport au réel, et ça en même temps, enfin, effectivement on continue de revendiquer ce terme-là. Peut-être juste dire que ce débat récurrent depuis un certain nombre d'années qui nous épuise un petit peu sur la fiction, le documentaire, alors qu'on sait très bien que l'un est l'envers de l'autre, enfin, c'est quelque chose d'étroitement lié, c'est une question de récit. Peut-être que ça vient aussi d'une paresse critique. D'une paresse critique peut-être, mais bon, ça c'est pas tellement... je sais pas si je dirais ça, mais à un moment donné, en tous les cas, dans l'affirmation du terme documentaire, ça a aussi été, dans les années 90, j'ai envie de dire les belles années du documentaire où la télévision était très présente dans la production, une façon de le démarquer à l'époque, il y a eu aussi le grand débat sur... le grand débat, la question de cloisonner, de dissocier, de différencier le reportage du documentaire. Et donc c'était une façon de dire, d'un côté il y a des intentions cinématographiques, de l'autre c'est beaucoup plus des intentions journalistiques. Et ça a été important aussi à un moment donné, même si au final d'une certaine façon le documentaire s'est fait un peu phagocyter et a été botté hors d'antenne, mais ça a été aussi, c'était important d'affirmer ça. Voilà. Donc on continue aujourd'hui de l'affirmer autrement. Mais... Et je voulais vous poser aussi une question, alors pour avoir fréquenté vos deux festivals de manière assidue à certaines époques et encore maintenant, il se passe toujours quelque chose autour de la parole et du plaisir qu'ont les gens qui sont dans ces festivals, qui sont des espèces de communautés comme ça qui durent une semaine, de moments un peu très particuliers, un peu en suspension, où tout le monde échange sur les films qu'on a vus et on parle de grandes questions de cinéma, etc. Je me demandais comment vous reliez ça, ces moments-là, avec un contexte national
où le débat, en tout cas en France, alors je ne sais pas comment vous voyez en tant qu'italienne, mais parfois un peu déprimant, où on a un débat plus compliqué au niveau national. À quoi vous servez? Est-ce que vous pensez que vos festivals aussi ont un rôle à jouer pour redynamiser peut-être un peu du débat français, y compris débat politique? Bon, moi je pense que les festivals justement, c'est une partie importante pour les festivals. Cette participation à la vie culturelle, d'échange, même au-delà du festival. L'année dernière, le Cinéma du Réel a accueilli la première partie du débat Nous sommes les documentaires, lié à l'appel qui avait eu lieu un mois avant les réels. Et ça a été un moment important qui, après, a continué. Oui, qui continue encore aujourd'hui, bien sûr. Donc ça, c'est un appel de documentaristes, producteurs qui s'inquiètent de la difficulté du financement. C'était en particulier lié aux questions des chaînes locales et à la difficulté au changement par rapport à... Oui. Avec les chaînes locales. Alors, on va passer un entretien avec des auteurs de l'appel à Mediapart en même temps que l'ouverture du réel, pour justement faire le point un peu sur cette démarche. Mais c'est vrai que, alors je crois que Christophe, vous aussi, vous avez signé l'appel. Oui, oui, bien évidemment, parce que, en tous les cas, à l'USAS, je veux dire qu'on est nécessairement partie prenante des questions de production, des questions de diffusion. Enfin, Maria a évoqué aussi la question de la diffusion tout à l'heure. On n'est pas juste un espèce de réceptacle, on n'est pas juste un diffuseur. Et la question, pour revenir à votre question sur la parole publique, qui constitue pour nous, enfin en tout cas, ça, on est assez convaincus de ça, aussi une parole critique, c'est aussi créer un espace critique. Ça fait partie vraiment de l'origine de l'USAS, donc on accorde une place très très importante au débat, notamment au travers des ateliers, mais pas uniquement. Donc des ateliers, c'est ces moments, donc c'est sur réservation, 48 heures avec des cinéastes où on va travailler. C'est sur un jour ou 2 jours, des fois on les appelle séminaires suivant la forme qu'ils prennent, ou ateliers, mais l'idée c'est à un moment donné, toujours en partant, enfin ça je voulais réinsister là-dessus, et c'était une des premières choses que vous avez dites Maria, partir des films, ce qui constitue aussi comment on fabrique à un moment donné un séminaire ou un atelier, c'est aussi en fonction des films qu'on voit et de comment d'un seul coup on se dit quelque chose se dessine, une question importante se pose. Parfois la question précède les films et on pose la question et on va ensuite chercher les films, mais en tous les cas c'est aussi l'idée d'ouvrir ces moments-là à d'autres paroles, en invitant des philosophes, en invitant des critiques, où on peut aussi se centrer sur l'expérience de fabrication des films. Juste pour donner un exemple, il y avait eu un atelier sur la fable, l'écriture, c'est ça, l'été dernier, autour notamment des 1001 nuits de Miguel Gomes, où je dis n'importe quoi. Alors non, c'est ça, c'était un atelier qui s'appelait la fable documentaire, qui était justement une manière de relier cet envers et cet endroit, mais sur la question de la fabulation du réel, qui était d'ailleurs au cœur de cette programmation en 97 avec Mograbi et Raymond Bellour. Et l'idée de cet atelier qui était juste sur une journée, c'était aussi de se centrer sur la pratique de 3 cinéastes. Donc c'était 3 cinéastes invités avec 3 films assez différents, mais qui avaient des questions communes, et donc d'approcher leur rapport au récit, à une manière de raconter une histoire du réel. D'accord, ok. Juste peut-être une dernière question sur le Tunk, c'est ça, la plateforme, parce qu'on parlait de l'appel à Nous sommes le documentaire. Voilà, il me semble dans ces histoires-là, il y a aussi quelle place peut jouer un festival pour trouver d'autres manières de diffuser, de trouver d'autres publics, de trouver d'autres financements aussi, et de s'inventer peut-être des manières de coproduire des films. Oui. Est-ce que c'est ça le projet? Donc peut-être parler de cette plateforme que vous lancez dans les semaines à venir. Alors c'est une plateforme qui est lancée par une association qui s'appelle Tung, qui veut dire en Wolof résume ta pensée, enfin exprime ta pensée de façon claire et synthétique, et
ça n'est pas une... je veux dire, Tunk n'est pas porté par les états généraux du film documentaire. Au fil des années, avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a aussi des sociétés de production, un distributeur, un éditeur, enfin, un certain nombre de structures se sont créées dans la dynamique de l'USAS, du village l'USAS, qu'on appelle le village documentaire. Et c'est aussi autour de ces... Donc, par rapport à Nous sommes le documentaire, le constat que ça devenait de plus en plus difficile et qu'il y avait une vraie menace qui pesait sur une réforme du COSIP, donc du CNC, sur la possibilité de produire des films avec ces petites télévisions locales, dont souvent personne ne connaît l'existence, sauf les personnes qui sont directement concernées. Et l'idée de Tunk, c'est aussi de devenir une chaîne de production, donc ça c'est à moyen terme. Mais là c'est un site de téléchargement. Et de pouvoir effectivement aller au-delà de la simple durée de vie des films dans les festivals. Alors même si c'est une manière de les rendre visibles, de leur faire rencontrer un distributeur, enfin, ce que nous avons évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi permettre à la plupart des films de festival de pouvoir être vu sur cette plateforme de diffusion sur Internet, donc qui sera sur abonnement. Pour n'importe quel internaute. Pour n'importe quel... c'est pas que pour les oui, absolument. L'idée est bien sûr aussi d'avoir un public bien plus large que celui des festivals. Sur ces questions-là et du rôle d'Internet pour ouvrir un peu ces festivals, on en est où du côté du réel? Du côté du réel, depuis 2 ans, c'est la 3e édition, nous proposons 2 jours de réflexion autour des stratégies de diffusion de films documentaires, ça s'appelle Paris Doc. L'idée à la base, c'est d'indiquer sur les signes de Paris Doc toutes les activités pour les professionnels qui sont une partie très importante du festival. Notamment, nous avons créé ces 2 journées de screenings où on présente des projections. Des projections où on présente 5 ou 6 projets en phase de post-production ou presque terminés qui n'ont pas encore circulé, qui n'ont pas encore fait leur première. Et on présente dans leur intégralité. Ce n'est pas du tout des pitchings, des moments d'analyse des films. C'est plutôt l'idée de commencer à faire parler de ce film, à dire aux programmateurs, aux distributeurs, mais aussi aux sujets liés à la VOD, aux formes différentes de circulation des films, de dire écoutez, il y a ce film qui après va commencer son chemin. C'est plus intelligent d'étudier aux stratégies depuis le début qui puissent faire les relais d'une étape à l'autre, plutôt que de l'abandonner dans un océan assez difficile. Donc, si vous voulez, on est un peu dans cette direction-là aussi, l'idée d'avoir des structures qui sont composées sur plusieurs fronts, sur plusieurs champs d'action aussi. Mais ça marchait très bien. C'est-à-dire, par exemple, si un film, c'est déjà qu'il y a une invitation, on fait la première dans un festival, c'est mieux s'il arrive avec déjà un distributeur, pour optimiser les frais aussi, parce que c'est un système économique tellement fragile. Ça, c'est l'idée de Paris Doc, en bonne partie. Mais une partie des invités au screening sont liés à la diffusion web, à la circulation web des films. D'accord, ok. Merci beaucoup à tous les deux. On encourage évidemment tous ceux qui seraient intéressés à aller au réel à partir du 18 mars. Ouais, dernière semaine d'août pour l'USAS. 21-27. En Ardèche, donc. Merci, 5e étage production, et à bientôt sur Mediapart.